Merci. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci d'être là. Je ne me mettrai pas devant l'écran. Ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, ça va. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci à 100 degrés de m'avoir permis, de m'avoir sollicité pour l'animation de cette conférence qui va porter sur l'alimentation de proximité. Je vais commencer la conférence. On m'a demandé un peu de parler de qu'est-ce qui m'avait mise dans l'action, qu'est-ce qui avait fait que je m'étais intéressée à cette thématique-là, à ce sujet-là, à cet enjeu-là. Puis par la suite, une fois je vais vous avoir fait un petit tour d'horizon à mon sujet, très bref, puis mon histoire n'est pas extraordinaire, je suis convaincue que vous avez des histoires de mise en action qui sont inspirantes, vous aussi, là. Donc, par la suite, je vous parle de mon projet de maîtrise. En fait, dans un deuxième temps, c'est ce que je souhaite aborder de façon plus soutenue avec vous. Je me suis intéressée, dans le fond, aux habitudes, aux pratiques des consommateurs de la région de Québec, puis à leurs barrières et facilitant, finalement, à la consommation locale. Donc, merci pour la présentation qui a été faite par Janine. Merci. Je vais faire du pouce là-dessus. Moi, je suis nutritionniste depuis 2007. Donc, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années, en fait, dans différentes ressources, à faire de la consultation individuelle, un peu de groupe, un peu d'enseignement aussi aux professionnels de la santé sur divers sujets touchant la nutrition, mais surtout du counseling individuel. Puis, au fil de ma pratique, tranquillement, il y a un questionnement qui s'est installé à l'intérieur de moi. Et loin, là, je veux dire quelque chose, et loin de moi l'idée de dénigrer ou de critiquer l'intervention individuelle et le travail soutenu qui est fait par mes collègues en nutrition puis d'autres professionnels de la santé en counseling individuel avec les clients. Mais moi, je commençais à avoir un malaise quand même assez prédominant de me dire... Je rencontre des gens qui viennent me consulter pour une problématique de santé qu'ils vivent ou qu'ils ne souhaitent pas vivre, qui sont motivés à modifier leur alimentation, qui sont motivés à faire des changements, qui viennent me voir 8, 9, 10, 12 fois peut-être dans un suivi. Mais à chaque fois, quand ils passent le pas de ma porte puis qu'ils sortent, ils se retrouvent dans un environnement finalement qui ne favorise pas tout le plan d'action qu'ils essayent de mettre en place en venant me rencontrer aujourd'hui. Ils passent 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et demie, dépendamment de leurs besoins. Mais après, ils passent le reste de leur vie dans un environnement qui n'est pas nécessairement favorable aux saines habitudes de vie, saine alimentation, proximité de fruits et légumes frais, par exemple, etc. Donc, ce questionnement-là, il est comme en trame de fond dans ma tête. Puis, à un moment donné, bien, pour X raisons, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû prendre une pause de mon travail, puis j'avais plus de temps devant moi. Fait qu'à un moment donné, bien, il est arrivé peut-être qu'est-ce qui est arrivé à certains d'entre vous. Peut-être que je suis la seule dans la salle. J'ai eu du temps pour m'asseoir puis écouter la télé. Puis à un moment donné, bien, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai inversé les lignes de mon histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis assise devant la télé une bonne journée. C'est rare quand même, comme maman, que j'ai le temps d'écouter la TV le jour. Et donc, je me suis assise, j'ai ouvert la télé et la semaine verte a complètement bouleversé ma vie. Le cours de mon existence a été changé grâce à la semaine verte. Puis qu'est-ce qu'il y avait à la semaine verte quand j'ai ouvert la télé? J'étais complètement captivée pendant le reportage de 20 minutes. C'était un reportage sur un gars qui s'appelle Jean-Martin Fortier, dont peut-être certains ont entendu parler, puis sa ferme qui s'appelle les Jardins de la Grelinette. Puis le gars, en fait, il y a un processus, c'est-à-dire un projet, sa ferme, en fait, est conçue autour du maraîchage biologique intensif. Tout le fonctionnement de son entreprise, j'écoutais avec avidité tous ses propos. Je l'écoutais me parler de la façon dont il produit, qu'il produit bien, qu'il produit des légumes en abondance, en respect de l'environnement, puis qui va porter ces légumes-là à 250 familles différentes à chaque semaine durant la saison. Il va porter un panier de légumes où il va les vendre dans des marchés fermiers. Puis ces gens-là, après ça, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'ils bouffent ces légumes-là, qui ont poussé dans la terre, dans le respect de l'environnement, comme je le disais, puis dans le respect aussi des travailleurs, parce que le gars, il en vit bien, puis il ne se tue pas non plus à l'ouvrage nécessairement. Et là, je me disais, wow, c'est la semence jusqu'aux citoyens. Et là, j'ai été complètement captivée par ce qu'il racontait et tout de suite, j'ai été chercher son livre, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. J'ai suivi sa formation, j'ai été visiter sa ferme, j'ai été visiter d'autres fermes, j'ai acheté d'autres livres et là, j'ai commencé à m'intéresser davantage au maraîchage biologique tellement que j'ai voulu devenir moi-même maraîchère bio.
Et donc, j'ai commencé par cultiver mon arrière-cour. Je me suis partie un petit jardin potager que j'avais pas. Moi, j'habite en banlieue de Québec, j'ai un petit terrain. Fait que j'ai découvert par le fait même la fête des semences et le ROC, le Réseau d'agriculture urbaine de Québec, et la fête des semences que je fréquente depuis 4 ans maintenant. Puis là, j'ai commencé à m'amuser, à faire des essais, à planter toutes sortes de variétés, des affaires que j'avais jamais vues avant, des couleurs de betterave, puis des couleurs de radis que je pensais pas qu'ils existaient dans la vie. Je suis quand même nutritionniste, là. C'est quand même... je suis supposée d'avoir quand même des connaissances sur l'alimentation, hein, on s'entend. Mais j'ai découvert tout un pan, finalement, de la nutrition que j'avais pas exploité avant. Puis finalement, bien, c'est ça, moi, mon jardin bio-intensif, ça s'est arrêté là. Comme vous voyez, à un moment donné, je suis descendue sur terre, mais ça m'a permis, pour la première fois, de toucher à cette alimentation de proximité-là, puis à l'alimentation durable dans ma vie. Puis par la suite, j'ai jamais été capable de laisser aller cette thématique-là. Ça me préoccupe, puis ça m'occupe à chaque année, tout le temps. Je suis là-dedans et je ne débarquerai pas de ça. Par la suite, les 2 slides, c'est en PDF. Bien, en fait, par la suite, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, pourquoi pas en rajouter? Hey, toi, tu as un jardin, ça va bien tes affaires, t'aimes ça, tu aimes ça, tu as un panier bio, j'ai des poules chez nous, puis je peux plus m'en occuper. Mon amie avait 2 poules urbaines, en fait, puis elle devait s'en départir, donc elle m'a dit, t'es prendrais-tu, tu sais? Fait que j'ai dit, ben oui, je vais les prendre, tu sais, en plus des légumes, en plus des fruits, allons-y pour les œufs frais, les enfants vont capoter, les enfants vont aimer ça, aller chercher les œufs tous les jours. Et puis, j'ai eu les poules, j'avais vérifié avec mes voisins au préalable, est-ce que vous êtes correct avec ça? Les poules, ça fonctionne comme ça. J'ai été suivre une formation dans un organisme qui s'appelle Crac Bitume avec un gars qui s'appelle Martin Boisvert de Néoterra aussi pour me doter d'outils pour être capable de m'occuper comme il faut de ces poules-là. Et puis, un mois après avoir accueilli Frittata et Bénédictine, parce que c'est leur nom, ça, c'est Frittata, puis Bénédictine, elle est plus timide, là, elle est cachée dans l'intérieur du poulailler. Frittata et Bénédictine, on m'a dit que je devais m'en débarrasser. La Ville a émis un avis, en fait, comme quoi c'était illégal que j'ai des poules dans ma cour, puis j'avais 30 jours, sinon je devais payer 1 000 $ pour le fait d'avoir enfreint le règlement. Puis moi, ça m'a vraiment choquée. Ça a choqué mes enfants. Mes enfants étaient complètement fâchés qu'on leur enlève leurs animaux domestiques parce que pour eux, c'est leur chien puis leur chat. On n'a pas d'autres animaux chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'étais quand même assez offusquée de la chose, puis j'ai appelé la ville, puis j'ai appelé l'inspecteur, puis j'avais pas de réponse nécessairement favorable qui me contentait. En fait, c'était simplement que l'inspecteur s'était présenté chez nous, qui avait vu mon poulailler. Mon poulailler, il émettait pas d'odeur, mes poules crient pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est moins de nuisance qu'un pick-up qui part à 4h30 du matin, tu sais, ou qu'une hausse à pression tout le dimanche pendant que ton voisin lave son entrée, tu sais, en asphalte. Ou le chien du voisin qui jappe, par exemple, ou le chat qui vient faire ses besoins dans mon carré de sable, et j'en passe et j'en passe. Donc, j'en parle à des amis, puis j'ai un ami qui connaît un ami. Tu sais, à un moment donné, ça se ramasse un ami qui me dit, bien, peut-être que tu devrais interpeller les médias avec ça, tu sais. Puis je dis, bien, voyons, c'est des poules, tu sais. Penses-tu que ça va intéresser quelqu'un, tu sais? Est-ce que tu crois que... Mais peut-être, tu sais, il y a une histoire derrière tout ça. Et finalement, ça l'a interpellé la journaliste qui a écrit sur le sujet. Puis, il y a un article qui est paru en juillet dernier, dans le fond, en juillet l'année dernière, c'est-à-dire dans le Journal de Québec, concernant les poules et le fait que je devais m'en départir, puis ça a eu un effet. Puis je dis pas qu'à chaque fois qu'on appelle les médias viennent nous voir, puis ça change le monde, sauf que cette fois-là, moi, ça a fait une différence pour moi. Mes poules ont pu rester à Val-Bélair, puis quelques temps après, la Ville a émis un avis comme quoi elle faisait une interprétation de son règlement. Le règlement n'a pas changé sur le papier. Ceci dit, on n'a toujours pas le droit, selon les règlements de la Ville, d'avoir de poules, sauf que l'interprétation que la Ville en fait, c'est qu'on a le droit d'avoir 4 poules maintenant dans la Ville de Québec, selon certaines normes et tout ça. Donc, ça m'a quand même redonné... moi, je suis une personne qui m'indigne quand même par rapport à beaucoup de choses dans la vie. Et là, c'était comme le fruit de mon indignation. Là. Ça venait de payer. Par la suite, bien là, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin aussi. Tu sais, je vous l'ai dit, quand on rentre là-dedans, on dirait qu'on n'a pas envie de lâcher. Tu sais, fait que je me suis impliquée un peu dans la fête des semences. Puis, bien, depuis 2 ans aussi, il y a un point de chute qui est installé dans mon milieu d'études où j'ai fait ma maîtrise, justement. Donc, il y a la ferme La Bonté et Filles qui vient nous livrer leur panier de légumes. Ça aussi, ça nous a fait rencontrer quelques embûches. Je vous passe les détails. Ça n'a pas été si évident que ça d'implanter ce point de chute-là dans un pavillon de l'Université Laval. Mais maintenant, c'est là, puis ça fait 2 ans. On a 20-25 partenaires par saison, puis ça marche bien. Donc, je voulais commencer, en fait,
en vous mentionnant, comme je vous disais tantôt, comment est-ce que je me suis mise dans l'action pour finalement arriver à la plus grosse bouchée que j'ai prise jusqu'à maintenant en alimentation de proximité. Puis là, je parle de mon projet de maîtrise au sein du projet REPSAC. Le projet REPSAC, c'est vers une alimentation territorialisée durable, une recherche participative pour comprendre le système alimentaire de Québec. Vous avez le site web en bas. Et sur le site web, vous pouvez trouver tous les détails concernant les chercheurs, les co-chercheurs, les partenaires au projet, tout ce qui a été diffusé jusqu'à maintenant concernant les résultats de l'étude, qui est quand même une étude qui regroupe plusieurs disciplines, mais aussi plusieurs partenaires dans différents secteurs. La description des différents maillons du système alimentaire, etc., etc. Il y a une foule d'informations intéressantes, puis il y en a de plus en plus qui s'ajoutent au fur et à mesure que le projet progresse. Donc, moi, en fait, je ne cherchais pas à faire ma maîtrise en nutrition nécessairement, mais je savais que je devais retourner à l'école, comme je vous disais tantôt, pour faire autre chose parce que la clinique, pour moi, ça ne me disait plus rien. Et j'ai eu la chance de trouver une chercheure quand même en nutrition qui s'investissait dans ce projet-là, Véronique Provencher, qui m'a prise comme étudiante à la maîtrise. Merci Véronique, parce que sinon, je ne serais même pas là aujourd'hui pour vous en parler. Et merci Manon aussi, la chercheure responsable du projet, Manon Bouliane. Et donc, ce projet-là, en fait, REPSAC, c'est un partenariat intersectoriel, interdisciplinaire. Donc, on a dans le fond, il y a des chercheurs en nutrition, en architecture, en anthropologie, en droit, en... Pauline, j'oublie-tu? En aménagement du territoire, en agroéconomie également. Voilà, je pense que Pauline est professionnelle de recherche sur le projet. Voilà. Donc, le partenariat est interdisciplinaire, mais aussi intersectoriel. C'est-à-dire qu'on a des gens sur notre comité d'orientation qui viennent de plusieurs milieux. Plus politiques, milieu d'organismes communautaires, donc des gens un peu de partout, en sécurité alimentaire notamment, des producteurs également, de la mise en marché, etc. Donc, la finalité de ce projet de recherche-là, c'est de favoriser la transition vers des systèmes alimentaires plus durables, plus ancrés dans le territoire au Québec. Puis la question principale, en fait, qu'on s'est posée dans le cadre de ce grand projet-là, c'est comment est-ce que le système alimentaire est organisé autour de la communauté métropolitaine de Québec, mais aussi à l'intérieur de la communauté métropolitaine de Québec. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je ne vais pas trop vite, c'est bon. Bien, le système alimentaire, je vous en mets une image. C'est une image qu'on retrouve sur le site, d'ailleurs, de REPSAC. Pour ceux qui seraient moins familiers avec le concept de système alimentaire, en fait, un système alimentaire, c'est la manière dont les hommes s'organisent dans le temps puis dans l'espace pour produire leurs aliments, puis s'alimenter, se nourrir, les consommer finalement. Donc, il y a plusieurs maillons, il y a 5 maillons, disons, dans ce système-là. La production alimentaire, donc que ce soit l'autoproduction, la production que je fais, mettons, avec mon petit jardin puis mes poules, ou une production plus commerciale, la transformation alimentaire, la transformation hors ferme, la transformation à la ferme, la distribution, donc les grands détaillants, les circuits courts aussi. Est-ce que circuits courts, Les circuits courts, c'est les circuits de distribution alimentaire qui ont au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, on pourrait penser, par exemple, au marché public, au marché fermier, au panier d'agriculture soutenu par la communauté, au jardin communautaire collectif ou privé, au troc. Hein, mon neveu, il y a une érablière et tout ça. Donc, puis on pourrait penser aussi à différentes mises en marché en ligne, notamment le marché de proximité de Québec aussi. Donc, la restauration commerciale, ça rentre également dans la distribution. Puis finalement, la consommation alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font les consommateurs? C'est quoi leurs habitudes d'approvisionnement? C'est quoi leurs attitudes par rapport aux aliments qu'ils consomment? Et tout au long de ça, bien, il y a la gestion de certaines matières résiduelles qui vont survenir au fil des différents maillons. Et nous, dans le projet en nutrition, bien, on s'est intéressé vraiment au volet de la consommation alimentaire. Plus précisément, en fait, il y a certains éléments qui sont venus nourrir notre problématique. Les partenaires avaient émis des questionnements. Comment est-ce que les gens y mangent à Québec? Qu'est-ce qu'ils pensent des aliments qui sont disponibles, etc. Donc, ça nous a permis d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passait dans la littérature à ce niveau-là. Puis, en quelques mots, en fait, bien, ce qu'on retrouve dans les écrits scientifiques, c'est qu'il y a beaucoup de motifs qui incitent les consommateurs à se tourner vers le local. D'abord, le goût, la qualité supérieure qui est perçue, la perception que c'est plus santé aussi, les aliments locaux, la confiance qui est attribuée aux produits plus locaux, le fait d'avoir l'impression de soutenir l'économie locale, de soutenir les producteurs, l'impact aussi qui est moindre sur l'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on trouvait dans la littérature, mais au Québec, il y avait peu d'études sur le sujet, puis encore moins dans la région de Québec. Il y a aussi un autre élément qu'on a pris en considération, c'est que pour moi, pour vous, pour elle, pour lui, local, ça ne veut pas dire la même affaire. Local, pour Monsieur X, ça peut vouloir dire, bien moi, quand je sors de chez nous, il y a un dépanneur au coin de la rue. Quand je vais acheter quelque chose au dépanneur au coin de la rue, c'est local. C'est très local, je fais 10 pas et demi, puis je suis rendue.
Pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire, ben moi, c'est local quand je peux parler à la personne qui l'a fait. Quand je vais acheter mon pain direct chez le boulanger, puis je sais que c'est lui qui l'a fait cette nuit, ou peu importe, bien ça me parle. Pour quelqu'un d'autre, ça va être une question de distance ou ça va être une question de frontière géographique. Tu sais, qu'est-ce qui est local? C'est ce qui est produit au Québec ou c'est ce qui est produit ici dans notre région, etc. Donc, il y a toute une interprétation du mot local aussi qu'il fallait prendre en considération dans cette étude-là. On ne pouvait pas simplement, finalement, à notre avis, demander aux gens « mangez-vous local ?» Parce que local, ça veut dire bien des affaires pour bien du monde, dans le fond. La situation, je vous l'ai dit, au Québec puis dans la région, les données sont peu nombreuses. On a peu d'études sur le sujet, sur les pratiques d'approvisionnement des consommateurs, notamment les pratiques en circuit court. On n'a pas beaucoup de données sur la fréquentation des circuits courts au niveau de la région, puis au niveau aussi du Québec. Aussi les attitudes, les perceptions des gens par rapport aux aliments qui sont produits localement, ce n'est pas des choses qui sont vraiment documentées. Donc, ça nous a incité vraiment à s'intéresser au sujet. On a établi un objectif principal qui était de comprendre les pratiques, les habitudes, mais aussi les attitudes puis les perceptions des consommateurs envers les produits qui étaient cultivés ou transformés dans Chaudière-Appalaches ou dans Capitale-Nationale, donc ce qu'on appelle dans le projet REPSAC notre bassin de production finalement. Puis plus précisément, on voulait savoir comment est-ce qu'ils vont chercher leur nourriture. C'est quoi, finalement, leurs attitudes envers les aliments qui poussent ici? C'est-tu positif? C'est-tu négatif? C'est quoi les barrières au fait de s'approvisionner en aliments locaux? Puis c'est quoi pour eux qui seraient des facilitateurs ou des facilitants? Soit hypothétiques, soit actuels, dans le fond. En gros, donc, c'est notre méthodologie bien résumée, très imagée. On a commencé par évaluer les habitudes de consommation des gens, donc la production alimentaire, d'où viennent les aliments, puis où ils se les procurent finalement dans un questionnaire, quelque chose de bien en ligne tout simplement. Donc on a été recruter des gens pour ça. Puis par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de créer des profils de consommateurs qui s'approvisionnent beaucoup de façon locale en utilisant des circuits courts, des aliments produits ici, puis des gens qui le font peu ou pas pantoute finalement. Donc, notre objectif, c'était d'arriver à créer finalement des catégories, des profils de consommateurs à la base avec le questionnaire qui était complété. Donc, 1 millier de retours d'appels plus tard, sans blague, c'est ça. 299 questionnaires et quelques dizaines d'analyses. En fait, je vous présente les résultats de manière très rapide, le plus vulgarisée possible, mais si vous avez des questions plus tard, à la période de questions, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Donc, on s'est demandé, d'abord, notre questionnaire, avec les études qui existent déjà dans la région de Québec, est-ce que notre étude, finalement, ça va dans le même sens, les résultats qu'on obtient? Comme je vous disais tantôt, on n'a pas été posé la question directement aux gens « mangez-vous local » parce qu'il y a toute une espèce d'interprétation qui est derrière. Mais on s'est permis d'utiliser quand même 2 questions générales pour aller évaluer justement cette façon, dans le fond, ce comportement-là de la manière qui était perçue par les citoyens. Parce que souvent, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans les études, c'est des questions assez générales. Consommez-vous des aliments locaux? À quelle fréquence vous allez acheter des produits alimentaires locaux et tout ça? Et nous, ce qu'on voulait éviter, c'était cette espèce d'interprétation-là. Donc, ce qu'on remarque, c'est que dans une étude qui a été faite par Léger Ville de Québec en 2013, il y a 75 d'un panel représentatif de gens qui demeurent dans la Ville de Québec qui rapportaient se procurer des aliments locaux au moins une fois par mois. Dans notre étude, on a posé la même question. On a fait exprès d'utiliser la même question à la toute fin du questionnaire et ça donne 71 %. Donc, c'est quand même assez convergent de ce côté-là. 50 des gens disaient qu'ils se procuraient ces aliments locaux-là dans des épiceries ou des supermarchés. Dans le cas de notre étude, c'est 49 %. Donc, c'est assez près aussi des résultats qui ont été obtenus en 2013. Là où il y a une différence, puis là où je pense qu'on vient appuyer l'importance de faire attention quand on pose la question « manges-tu local? » Parce que local, ça peut être interprété. C'est dans le score qu'on a construit. Donc, en allant valider finalement des habitudes d'approvisionnement très factuelles, sans jamais utiliser le mot local, aliments produits ici, etc., on s'est aperçu que même si nos participants jugeaient s'approvisionner quand même relativement régulièrement en produits locaux, bien, le score nous disait autre chose.
Ce score-là n'est pas parfait, je tiens à le dire. C'est quand même un score exploratoire. C'est la première fois, en fait, on n'a pas vu ça dans la littérature, un score comme ça pour mesurer la consommation locale. Donc, bien sûr qu'il y a besoin d'être peaufiné, mais quand même, ça nous donne une bonne idée de ce que les gens, concrètement, ils font. Ils ne vont pas beaucoup dans les circuits courts, puis ils ne mangent pas nécessairement des aliments qui proviennent de la région ou de la province de Québec. On a fait évidemment les questions pour certains aliments. Là. On n'a pas évalué l'entièreté de leur garde-manger, mais certains aliments, surtout des fruits et des légumes qui poussent ici dans la région, on leur a posé la question durant l'été, dans le fond, durant la période de production. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que les gens, lorsqu'on leur pose la question, ils considèrent qu'ils mangent quand même local, mais quand on évalue leur comportement de façon plus détaillée, ce n'est pas nécessairement le cas. On a été, comme je vous le disais tantôt, segmenter des gens. On voulait que les gens qui mangent beaucoup local se parlent entre eux puis nous expliquent pourquoi ils mangeaient beaucoup local, puis c'était quoi qui était facilitant pour eux, mais c'était quoi les barrières aussi. Puis on voulait que les gens qui ne mangent pas beaucoup local nous l'expliquent aussi. Donc, on a fait des groupes de discussion. Puis, on a été trouver, en fait, les croyances les plus saillantes, c'est-à-dire les choses qui étaient les plus souvent nommées dans nos 5 groupes de discussion de personnes qui mangeaient beaucoup et pas beaucoup local. Puis je vous nomme, en fait, ils sont ici dans le tableau. Ça, c'est les avantages. On manque tout ce qui est en vert, ce sont des avantages perçus par les gens. Et ce qui est en orange, ce sont des désavantages ou des inconvénients perçus par les gens de consommer des aliments locaux. Et ils sont en ordre décroissant, donc la qualité supérieure, c'est ce qui a été le plus souvent mentionné dans le plus grand nombre de groupes. Le fait de trouver que les aliments locaux, en général, ils ont meilleur goût, ils ont meilleure fraîcheur, etc. Le fait aussi d'avoir l'impression de réduire notre impact environnemental quand on mange des aliments locaux, notamment par le fait qu'on réduit le transport. Ça a été mentionné par tous les groupes, par plusieurs personnes. Les bénéfices économiques, d'encourager les emplois, la création d'emplois au niveau local, etc. La relation producteur-consommateur, le fait de pouvoir mettre une face en arrière du radis, de pouvoir parler à la personne qui a produit, qui a transformé nos aliments, etc. Puis là, je vous mets une petite citation, peut-être que vous avez eu le temps de la lire. Ça signifie bien souvent des aliments plus frais parce qu'ils ont moins voyagé, puis ça signifie aussi d'encourager le commerce plus local, puis les emplois d'ici, puis moins de transport, puis moins de pollution. Puis ça, c'est une participante d'un groupe qui consommait très peu d'aliments locaux qui nous l'a mentionné. Au niveau des désavantages, bien, je vous dirais qu'il y en a beaucoup moins qui ont été nommés qui ont été beaucoup moins saillants finalement que les avantages. Et le principal, c'est les inconvénients logistiques, notamment le fait que manger des aliments locaux, ça demande du temps, ça demande des efforts. Pourquoi? Bien, ce qu'on a senti dans le discours des participants, c'est bien souvent l'aliment local, quand tu l'achètes au marché, quand tu le reçois dans ton panier, il vient brut, il vient sous forme brute, il n'est pas transformé, il n'a pas été haché, il n'a pas été cuit au préalable. Donc, ça demande du temps pour cuisiner. Puis des fois aussi, c'est des aliments qui arrivent dans ton panier, par exemple, que tu ne connais pas beaucoup, puis que tu dois apprendre finalement à apprêter à cuisiner. Donc, sur les paniers bio, on a une participante qui nous dit, puis ça ne veut pas nécessairement dire que tu manges ça généralement chez toi, puis il faut que tu trouves quelque chose à faire avec. De là, la cuisine, puis le temps supplémentaire à travailler pour trouver une bonne recette, etc. Aussi, les contraintes sur les habitudes alimentaires, puis ce qui nous a été plus souvent nommé, en fait, c'est le manque de variété dans l'alimentation, le fait que ça soit difficile en s'alimentant de manière uniquement, en allant chercher plus des aliments locaux qui manquaient de variété dans l'assiette, et l'impact environnemental négatif, ça a été nommé surtout par des groupes de grands consommateurs qui étaient peut-être plus critiques à l'égard aussi de l'approvisionnement local, comme quoi c'est pas parce que c'est local que nécessairement c'est écologique ou que c'est respectueux de l'environnement. Au niveau des barrières, ce qu'on a en gris, oups, c'est coupé un peu, je vais vous nommer les 3 premières. En fait, les barrières les plus importantes, la plus importante, c'était l'offre qui était considérée comme étant limitée. Donc, les gens mentionnaient, il y a des produits qui ne sont pas trouvables en épicerie dans leur version locale, il y a des produits, il manque de produits locaux dans les supermarchés, dans les épiceries. Tu sais, on se rappelle qu'il y a quand même 50% des gens qui disent se procurer leurs aliments locaux dans les épiceries. Donc, ça fait partie des barrières pour eux, autant les grands que les petits consommateurs. Le faible accès économique, ça c'est le deuxième. Donc, tous les groupes nous ont nommé qu'ils considéraient qu'il y avait la perception, je vous rappelle, c'est des perceptions, c'est pas nécessairement validé scientifiquement, là. Il y a la perception que les aliments locaux coûtaient plus cher, qu'ils étaient plus dispendieux. Donc, ça, pour eux, c'est une barrière majeure. Les habitudes défavorables, par exemple, le fait de toujours aller aux mêmes endroits, dans les mêmes commerces, etc., ou encore de s'alimenter toujours de la même façon. Je ne vous les nommerai pas toutes parce que ça serait trop long, mais ce sont les 3 principales barrières. Puis un participant d'un groupe de consommateurs assez élevé nous dit « Des fois, ça peut paraître simple, mais on peut acheter des patates du Québec, mais acheter des frites congelées faites au Québec, je pense que ça n'existe pas. » Il y a comme 2 grandes compagnies qui contrôlent tout.
Puis une autre participante ici d'un groupe de faibles consommateurs, de petits consommateurs qui nous dit, bien, ils sont plus chers, les produits locaux. Donc, c'est une barrière pour eux. Au niveau des facilitants, j'arrête pas d'accrocher mon micro, mea culpa. Je vais faire attention. Donc, des facilitants, bien, le plus grand facilitant, celui qui a été le plus fréquemment nommé, c'est le besoin d'une meilleure promotion. Donc, une identification claire, visible, en gros, que c'est local sur le produit. Ça, les gens l'ont nommé. Puis, il y a une participante aussi. Pour moi, c'est simple, une étiquette qui dit local, bang, sur le produit. On le voit très facilement. C'est la visibilité pour moi. La bonification de l'offre, qui va un peu avec la barrière de la diapo précédente, là, ici, concernant l'offre limitée. Donc, le besoin de retrouver ces produits-là dans les épiceries, notamment. Tu sais, si c'était disponible dans toutes les épiceries, on ne se poserait pas de questions. Et la confiance accordée aux produits locaux aussi, qui est un grand facilitant. Les gens dans tous les groupes, ont confiance dans les produits qui sont faits ici, notamment par rapport aux normes. Ce qui nous était mentionné fréquemment, c'est les normes d'utilisation de pesticides, notamment qui sont plus resserrées ici, qui étaient perçues comme étant plus resserrées que dans certains autres pays. Et j'en passe, là, il y en a beaucoup d'autres, des facilitants qui ont été nommés, mais les 3 plus importants, c'était ceux-là. Les petits et les grands consommateurs. On a voulu s'intéresser par la suite aux différences de perception, parce qu'ici, ce sont tous les groupes confondus qui nous ont parlé de ces éléments-là. Mais qu'est-ce qui est différent entre mes petits et mes grands consommateurs d'aliments locaux? Bien, d'abord, on a sorti 9 constats, mais d'abord, un constat très important, c'est qu'avoir une attitude positive, de voir des bénéfices, des avantages perçus, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pour consommer local. Il faut avoir plus que ça. Et là, c'est là qu'on entre dans les barrières et les facilitants. Je pense que c'est là qu'ils prennent toute leur importance. Le temps, les efforts, les grands consommateurs, c'est eux qui nous ont le plus parlé de ça. Et c'est normal, c'est eux qui en consomment, c'est eux qui vivent le quotidien des désavantages au niveau du temps et des efforts. Ils considèrent tous, les grands comme les petits, que l'offre de produits locaux devrait être bonifiée, qu'elle est trop limitée actuellement dans les supermarchés et les épiceries. Les grands consommateurs nous disent aussi qu'ils en ont cherché des produits locaux, puis ils en ont cherché, ils ont fait des efforts vraiment notables pour les chercher dans les épiceries et que souvent, ils ne les ont pas nécessairement trouvés. Puis les petits consommateurs, eux, on sent qu'ils les recherchent peut-être moins, mais ils nous rapportent avoir peine à les identifier aussi. Est-ce qu'ils les cherchent? On pourrait se poser la question. Pour les petits comme les grands, le prix plus élevé, c'est vraiment une barrière importante, perçue. Les petits consommateurs considèrent le manque d'accès physique comme étant une barrière importante. Bien, moi, tu sais, j'habite dans tel quartier, c'est compliqué pour moi, j'ai pas d'automobile, j'irai pas au marché du Vieux-Port, j'habite à Beauport, c'est trop loin, j'ai pas de voiture, etc., etc. Les grands consommateurs considèrent que le manque de soutien politique, notamment le système de distribution centralisé qui nous empêche des fois d'avoir une traçabilité du produit ou un lien direct avec le producteur, de savoir d'où notre produit vient, c'est une barrière. Et les petits comme les grands considèrent qu'un aliment local, je vous l'avais dit, la question de perception, c'est un aliment produit au Québec. Donc, c'est la notion qui est le plus souvent ressortie dans les groupes. D'autres résultats parlant du projet REPSAC, j'aurais peut-être pas le temps de les aborder. J'aurais aimé ça vous parler du différent trajet des pommes ici. Dans le fond, je ne sais pas si j'ai le temps, il me reste combien de temps? 3 minutes? D'accord. Ici, dans le fond, on a un consommateur qui nous a pris... Il y avait aussi un volet photo que je vous ai épargné, là, je ne vous en ai pas parlé dans le projet, mais un consommateur qui a pris une photo de sa pomme qui vient d'un verger tout près ici de la région de Québec. Puis ce qu'on voulait vous montrer par cette infographie-là qui a été faite par Nicolas Delucinge, qui est un étudiant en architecture, dans le fond, qui a participé au projet REPSAC, c'est les différents trajets possibles des pommes. Cette pomme-là, dans le fond, elle a passé par un marché en ligne. Elle a été cueillie dans un verger tout près de la région de Québec, à peine 100-150 km de la ville de Québec. Et si on passe à l'autre opposé, bien, cette pomme-là est achetée dans un sac, dans un magasin entrepôt, qui, lui, s'approvisionne dans un distributeur. Et après ça, on perd un peu le fil de la chaîne. Peut-être que ce distributeur-là s'approvisionne chez un autre distributeur et on en perd des intermédiaires. Mais on sait que la pomme, bien, elle vient du Chili. Elle a parcouru 9000 km, 9500 km pour venir jusque dans son assiette. Alors que... Ici, je vous résume une petite partie du travail de maîtrise de Marie-Lou Desrobert, qui est étudiante en agroéconomie aussi au projet REPSAC. Le niveau d'auto-approvisionnement de la région de Québec en pommes, c'est 66 %. Ça veut dire qu'on produit 66 % des pommes qu'on consomme dans la région de Québec. Et au niveau de la province de Québec, c'est 150 %. Donc, on produit 1,5 fois plus de pommes qu'on en consomme. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de pommes qui viennent de Washington, Chili, sur les étals et on en consomme aussi beaucoup. Après, on fait quoi? Moi, j'ai écrit « C'est le temps qu'on se jase ».
c'est un peu l'esprit, je pense, de ce qui s'en vient après aussi, le réseautage et tout ça. T'sais, de première vue, ces résultats-là, la mise à profit que vous allez en faire, si vous en faites une, si vous jugez que c'est des résultats qui sont intéressants, puis il y en a bien d'autres aussi qui sont sur le site du projet REPSAC, bien ça vous appartient beaucoup. Puis moi, je pense que mon rôle comme étudiante-chercheur dans tout ça, c'est de vous aider à vous approprier ces résultats-là, puis de voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent vous parler dans des projets plus structurants, dans des partenariats, dans des choses qu'on désire établir ici dans la région de Québec. Puis un élément important au niveau de l'enjeu du local que je voulais, ce sur quoi je voulais vous laisser, c'est de faire attention que le local, c'est une stratégie, mais ça, vous le savez probablement déjà, c'est une stratégie, mais c'est pas nécessairement, le local va pas nécessairement être plus désirable ou meilleur, va pas nécessairement être plus écologique, plus juste, plus équitable, plus démocratique. C'est tout ce qui est en arrière du local comme stratégie, c'est-à-dire l'agenda qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut mettre sur la table, c'est quoi nos objectifs, c'est-tu d'assurer une meilleure sécurité alimentaire, c'est-tu d'assurer un juste prix pour le producteur, c'est-tu d'avoir des pratiques respectueuses de l'environnement et des écosystèmes. Ça, c'est l'agenda en arrière. Puis le local peut répondre à cet agenda-là si on l'articule adéquatement. Mais voilà. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un point de rassemblement parmi d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que dans le futur, on aura un endroit, moi, c'est mon souhait, qu'on ait un endroit où on peut, de concertation, on va appeler là comme vous voudrez, où on peut discuter de ces éléments-là, tous les maillons de la chaîne réunis, pour essayer de structurer un peu plus notre système alimentaire en utilisant, oui, les données de la recherche, mais les données, les savoirs expérientiels de tout le monde ici, dans le fond, pour progresser vers un système plus durable puis plus territorialisé dans la région. Fait que, voilà, je vous laisse là-dessus. Bien, merci aux étudiants et aux chercheurs du projet REPSAC. Merci à 100°. Merci à vous.